Johan, il fait quel temps sur la rive sud de Montréal en ce moment? Je dirais que c'est très gris. Ouais, je vais définir ça comme gris, là. Ouais, j'avais vu la météo, puis je pensais vraiment me sauver de la pluie et du mauvais temps en quittant pour Winnipeg. En même temps, tu sais, c'est pas une destination super tendance. Vous savez qu'il y a l'UFC Winnipeg ici ce samedi. Donc, je suis là pour TVA Sport, la couverture et tout ça. Puis j'étais comme content de quitter Montréal parce que je savais que ça allait être assez gris puis d'être pluvieux. Puis Tabarouette fait à peu près -5,6 degrés aujourd'hui là, à Winnipeg avec le vent et tout ça. Là. C'est pas vraiment plus agréable, honnêtement. On s'en sort pas, hein, on dirait, de cet hiver-là. Non. L'avantage qu'on a ici, c'est que c'est moins froid un petit peu. Fait que oui, c'est gris, mais au moins on sent que tranquillement là, le soleil veut se montrer le bout du nez. Fait que on s'encourage comme ça, mais ah ouais, il fait froid à Winnipeg, hein? Ouais, exact. Croisons les doigts là, qu'à mon retour, le printemps va être amorcé. Le Canadien va amorcer ses séries aussi. Donc, les playoffs à Montréal, ça signifie printemps. La vibe va être bonne. Donc, au moins, il y a ça. On est là pour parler de l'UFC, bien sûr, et d'arts martiaux mix au cours des prochaines minutes. Bienvenue à tous au SOS Podcast. Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Alors oui, épisode un petit peu spécial. Je suis dans une magnifique chambre d'hôtel du côté de Winnipeg. Johan est à la maison, bien sûr, mais merci d'être là parce on voulait pas sauter de semaine. C'est un gala très important qui s'en vient en fin de semaine du côté de Winnipeg. Plusieurs Canadiens, plusieurs Québécois qui sont en action aussi. Charles Jourdain, Julien Leblanc, début à l'UFC. En finale, c'est Mike Malott, Jasmine Jasevicius est aussi sur la carte. Mandel Nallo, produit du Tristar aussi, qui fait ses débuts à l'UFC. Bref, on va mettre à table pour tout ça. On va aussi, Johan, en début d'émission, revenir sur la semaine passée, l'UFC 327. Complètement débile. Commençons avec ça. Carlos Ulberg, nouveau champion des mi-lourds de l'UFC. Il ne l'a pas volé. Une séquence d'événements totalement inattendue, en fait, là, et pratiquement du jamais vu parce que il s'est blessé sérieusement. On l'a bien vu, Hulberg, durant le combat, probablement que son genou, une blessure très, très grave au genou qui va lui demander une réadaptation très longue. Puis Proachka, devant lui, il y a Proachka qui dit qu'il a un peu pitié de lui, qui dit je sais que tu es blessé, mais donc ne veut pas avancer, ne veut pas trop foncer. Et finalement, se fait pincer par un crochet, se fait terrasser par un crochet de Hulberg, et c'est Hulberg qui sort champion. Comment tu as vécu la séquence et ce combat-là en regardant ça, toi, à la maison? Ben on le sait, hein. À chaque fois que Iri Proachka embarque dans l'octogone, on sait jamais trop à quoi s'attendre, mais c'était typiquement Iri Proachka. Donc une tempête un petit peu a mis la pression rapidement. La seule chose que je comprends pas, c'est que ça semble être un copier-coller de son combat contre Alex Pereira qu'il a perdu là. J'ai l'impression qu'il semble être nonchalant, qu'il tombe dans un certain pilote automatique où est-ce que il a plus vraiment peur de manger les coups. Puis on l'a vu là, euh, était vraiment vulnérable, avançait les mains extrêmement basses. Puis je peux pas dire qu'il a eu pitié de son adversaire parce qu'il mettait la pression constamment. Il cherchait à imposer un certain rythme malgré tout. Fait que je suis très content pour Hulberg qui a su être très opportuniste puis qui a senti vraiment le combat lui glisser entre les doigts quand vraiment son genou lui a lâché, puis on l'a vu, là, ça faisait mal, ça semblait être très difficile. Malgré tout, essaie de continuer à se déplacer, puis place un gros crochet qui met Yeri Koachka complètement hors de combat. Là. Non, exact. Et je pense qu'il l'a pas volé, puis il est un peu frustré. Hulberg, il l'a sur le cœur. Là. Tu le vois dans toutes les entrevues qu'il donne depuis qu'il est champion. Il dit c'est pas vrai là, qu'il a eu pitié de moi. Là. Il a juste été mauvais, puis je l'ai juste battu. Tu sais. Puis je sais pas si pitié, c'est un mot un peu fort. Tu sais, il dit en anglais mercy. Puis là, faut penser à la barrière de la langue aussi. Moi, j'en parlais hier avec les collègues ici du côté de Winnipeg, puis on a parlé de ça. Puis, tu sais, c'est juste qu'on dirait que Proachka a voulu lui laisser une chance ou a voulu
sais, il aurait pu terminer ça facilement, là. Tu mets énormément de pression, tu fonces sur ton adversaire. Probablement qu'en reculant, Hulberg, le genou aurait juste flanché, puis l'arbitre aurait mis fin au combat. Ou, à la limite, tu essaies de survivre à la fin du premier round, puis le coin de Hulberg aurait arrêté le combat. Puis il aurait gagné par blessure. Donc, c'est une drôle de... Donc, je pense qu'il s'en veut, Proachka, d'avoir agi de la sorte et d'avoir, comme tu dis, un peu laissé une chance. Je pense que laisser une chance plutôt qu'avoir pitié, c'est peut-être un meilleur terme. Mais est-ce que tu es d'accord que Hulberg, lui, je trouve qu'il va un peu fort de dire que Proachka lui a manqué de respect, puis que dans le fond, d'avoir autant sur le cœur les commentaires de Proachka, je trouve ça un petit peu intense quand même, dans une certaine mesure. Oui, c'est intense parce que, tu sais, à la fin de la journée, c'est une belle victoire du côté de Hulberg parce que justement, tu sais, on a senti l'eau chaude monter, on a fait face à l'adversité, on a réussi à placer un gros coup en contre-attaque. Du côté de Yeri, c'est sûr qu'on va trouver mille et une excuses pour pouvoir camoufler ce qui s'est passé parce que honnêtement, c'est plate ce que je vais dire, mais ça avait l'air très débutant. Comment perdre une ceinture de cette façon-là? Tu peux pas perdre une ceinture aussi facilement dans un combat qui était aussi grand, aussi important dans la catégorie des 205 livres. J'ai l'impression que Yeri n'avait pas vraiment l'air d'un champion du monde, là. Tu sais, fait que, tu sais, peut-être que c'est pour excuser un petit peu ce qui s'est passé, qui agit comme ça. Une chose est sûre, Hulberg est rendu champion avec ce qu'il a eu au genou. Tu sais, on sait pas encore, mais va devoir rester sur la touche pendant un bon bout de temps. Reste champion, garde. Est-ce qu'il va avoir une revanche? Est-ce qu'il n'y en aura pas? On le sait pas, on en parle déjà. C'est sûr que du côté de Yeri, va falloir qu'on retourne un petit peu sur la table, puis sur le... Tu sais, essayer de repenser peut-être à notre stratégie, peut-être essayer de repenser à développer le IQ de combattant, voir plus loin que simplement mettre la pression. Parce que là, ça commence à coûter cher des KO comme ça, là. 100%, puis il va peut-être avoir un intérim, là, un championnat intérimaire si Hulberg est pour être sur la touche pendant plusieurs mois, presque un an. Est-ce qu'on remet Proachka en championnat intérimaire après l'erreur qu'il a commis cette fin de semaine? On va parler dans 2 secondes de Paulo Costa qui a très, très bien paré, lui, à 205 livres. Est-ce que tu ramènes un Roundtree en intérim? Est-ce que tu ramènes un Ankalaev en intérim alors qu'Alex Pereira est passé chez les lourds? Il y a des options quand même à 205 livres pour la suite. Parlons. Pour conclure là-dessus, certains diront qu'il y a peut-être un astérisque sur la victoire de Hulberg à cause que Proachka lui a un peu donné sur un plateau d'argent en étant aussi nonchalant, comme tu l'expliquais. Mais au contraire, moi, je pense que s'il y a un astérisque, ça devrait être une victoire encore plus éclatante parce que c'est une blessure ultra grave. Puis il l'a pas abandonné, puis il a réussi à aller chercher une victoire avec une blessure ultra grave à un genou. Donc ça, moi, ça m'impressionne énormément pour Carlos Hulberg. Vas-y. Je veux pas viser personne, mais c'est arrivé souvent qu'on a vu dans des combats importants des mauvais pas, des mauvais plis, un genou qui snap, un ACL, un ligament qui claque, puis là les champions, c'est terminé. Puis là souvent c'est un no contest. Lui là, Hulberg, là, il s'est pas dit non, écoute, je continue, puis il a saisi sa chance, puis tu sais, il a capitulé. Exact. Il a été creusé au fond de lui-même, en fait. Il a puisé au fond de lui-même pour aller gagner cette victoire-là, alors que, disons qu'il était pas mal au pied du mur avec cette grave blessure au genou. On va en savoir plus dans les prochaines semaines sur l'état de santé. Paulo Costa, c'était la demi-finale contre Azamat Murzakanov. J'avais peur pour Paulo Costa, honnêtement. Murzakanov, c'est un gros client. Il était invaincu. Énormément de victoires avant la limite. À l'UFC, surtout le 5-6. Et Paulo Costa faisait ses débuts à 205 livres. Il est pas petit. Même à 205 livres, Paulo Costa, il avait l'air à sa place, il avait l'air en pleine forme. Peut-être qu'à 185 livres, les coupes de poids étaient trop intenses, puis ça empiétait sur ses performances. Parce que là, à 205, il a vraiment livré un combat sensationnel. Il a même fini ça avec un KO au 3e round. T'as pensé quoi du nouveau Paulo Costa, Milo? Très impressionné de Paulo Costa. Honnêtement, là, c'était une des plus belles versions de Paulo Costa qu'on a eues. Sincèrement, il vient de gagner. Son adversaire était 16-0. C'est un gros prospect qui était classé chez les 205 livres. J'ai l'impression que Paulo Costa a amené toute son expérience des combats qu'il a fait
dans le passé contre Adesanya, contre Souza, contre Whittaker, tous les grands noms qu'il a affrontés. Il a eu beaucoup d'adversité, Costa. Donc là, peut-être a fait une petite pause, un retour à 205 livres. Il était immense, il est athlétique. Je pense qu'il peut vraiment bien se débrouiller dans cette catégorie-là. C'est une catégorie où est-ce que les combattants sont pas nécessairement mobiles, où est-ce que les combattants bougent pas beaucoup, pas nécessairement les combattants les plus athlétiques non plus. C'est sûr qu'on a un Yeri, on a un Hulberg qui sont justement les grands champions, qui sont dans le top 2, dans le top 3. Mais je vois vraiment un Paulo Costa tirer son épingle du jeu là-dedans. Le combat de poids lourd entre Josh O'Kitt et Curtis Blades a été tout simplement épique. On a battu pour un combat de 3 rounds chez les lourds le nombre de coups lancés. Les deux ont touché la cible au total de 353 fois. On s'est tout lancé. Aucun des deux a refusé de tomber. Blades avait énormément de dommages. Avant de parler de O'Kitt, qui est peut-être de ses simagrées, de son attitude qui, moi, mérite au plus haut point et m'horripile, il faut quand même rendre à César ce qui lui revient, c'est que Josh O'Kitt est très talentueux. Et là, vient d'entrer dans le top 5 des poids lourds. Il l'a pas volé. Il a pas réussi à finir Blades, mais c'est une belle victoire. Puis c'est pas le plus gros des poids lourds, mais il a les qualités. C'est un bon lutteur. Il va être difficile à amener au sol. Il peut se débrouiller de ce côté-là. Puis les mains très, très, très rapides chez les lourds, je pense que ça va être ça, sa marque de commerce. T'as pensé quoi de O'Kitt et des deux? Blades aussi a pas à rougir de cette performance-là. Alors, personne des deux a à rougir de cette performance-là. C'est sûr que là, du côté à Blade, on aurait voulu défendre le fort de l'UFC face à la nouvelle petite coqueluche O'Kitt qui arrive comme ça, puis qui veut venir mélanger les cartes. Un combattant qui fait ses débuts à l'UFC, qui a déjà un combat qui est classé dans le top 5, qui arrive avec autant d'animosité, puis un personnage. Par contre, on peut pas y enlever, comme tu l'as mentionné, là, un très gros lutteur, un très bon lutteur, beaucoup d'expérience au niveau collégial aussi, qui arrive à l'UFC avec des mains extrêmement rapides. Là où je m'inquiète un peu, c'est vraiment au niveau de son poids. Il est pas gros, puis c'est un guerrier, c'est un gars qui va à la guerre, c'est un gars qui, pour gagner ses combats, doit créer un certain chaos dans le combat. C'est pas un gars qui est très chic, qui est très propre quand il se bat nécessairement, mais c'est dans ça qu'il est bon. Par contre, il mange beaucoup de coups. Puis tu sais, on l'a vu, Blade, c'est pas nécessairement le combattant chez les heavyweights qui cogne le plus fort. Par contre, s'il mange des coups comme ça contre là on parlait d'un Derrick Lewis à la Maison-Blanche et tout, va falloir faire attention parce que chez les poids lourds, ça cogne extrêmement dur. Puis O'Kitt, son menton, oui, semble être très bon, mais il peut pas miser juste sur ça s'il va avoir une belle carrière. Là. Ben, parlons-en, vu que tu l'as abordé. Là. Donald Trump était présent, il était assis pas loin de Dana White, puis apparemment, il aurait demandé à Dana White comment ça, Derek Lewis n'est pas sur la carte de la Maison-Blanche. Puis là, ben, Dana White il a dit parfait, on va t'arranger ça. Il a appelé Derek Lewis durant la soirée de samedi passé. Lewis a accepté. Puis après le combat de O'Kitt, on s'est dit pourquoi pas un O'Kitt contre un Derek Lewis à la Maison-Blanche. O'Kitt a accepté. Alors qu'il était à l'hôpital, peut-être, tu sais, je veux dire, on pense pas qu'il est blessé qui est blessé sérieusement, mais c'est quand même dans 2 mois, là, donc ça peut aller vite. Il a mangé beaucoup de coups. Ça peut être dangereux pour un O'Kitt d'accepter ce combat-là. Lewis cogne extrêmement fort. S'il réussit à placer une frappe, ça peut être la fin pour O'Kitt. Cependant, est-ce qu'il va être capable de le toucher? Moi, c'est un peu ça. Derrick Lewis, oui, il frappe fort, mais il est très lent. Donc, je sais pas comment tu vois ce match-up-là. Ben, en fait, c'est que oui, Derrick Lewis frappe extrêmement fort, mais c'est plus le Derrick Lewis des années qu'on a vu, là. Donc oui, il a ralenti, a subi des KO lui aussi. Et puis une chose est certaine, un Derrick Lewis sur son dos, c'est comme un lion dans l'eau, on le sait. C'est très difficile pour Derrick Lewis de se relever. Okay? Oui, il est très, très puissant, fort physiquement, mais les qualités athlétiques d'un O'Kitt au niveau de la lutte, si ça se ramasse un petit peu en corps à corps, Lewis peut trouver le temps long. Fait que oui, c'est certain. Chose sûre, O'Kitt termine Derrick Lewis à la Maison-Blanche. On a une nouvelle vedette au sein de l'organisation de l'UFC, déjà qui commence à faire son chemin. Là. Son attitude maintenant. Ces espèces de simagrées ou ces espèces de personnages qui se créent avant le combat,
C'était complètement incompréhensible, complètement bizarre. On en a parlé au podcast la semaine passée. Je suis pas un fan, mais c'est correct. Ça fait jaser. Je comprends pourquoi il le fait. Ce qui m'horripile vraiment le plus, comme je le disais, c'est le manque de respect dans la cage. Moi, dans ma tête, là, quand la porte de la cage se ferme, c'est deux guerriers qui s'affrontent, puis il doit avoir du respect. Puis, tu sais, les doigts d'honneur à répétition là, dans le combat, j'étais plus capable. Puis on dirait que je suis le seul à penser ça. J'en parlais avec les gars ici à Winnipeg. Puis les autres disaient ouais, non, c'est pas grave là, on se bat là. Il y a le droit, on peut faire ce qu'on veut dans la cage. C'est un combat, c'est pas un sport. Je dis ouais, mais on veut. Moi dans ma tête, l'UFC veut être pris au sérieux comme la NFL, comme la LNH, la NBA. Ces grandes ligues sportives là, l'UFC aspire à atteindre ce même niveau là. Tu verras jamais. Si un joueur de football fait un doigt d'honneur à un de ses adversaires durant un match, il est expulsé. Là. Puis il y a une amende. À l'UFC, on laisse faire ça comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Honnêtement, j'ai de la misère avec ça. Puis je suis peut-être le seul à penser ça, mais je vais avoir ton opinion là-dessus parce que ça semblait pas vraiment. Ça semblait pas déranger les personnes à qui j'en ai parlé jusqu'à présent. Ben non, moi je suis quand même un petit peu d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a une certaine noblesse, un certain respect qu'on doit au sport. Puis surtout si on veut vraiment amener le sport ailleurs, prôner certaines valeurs que ce sport-là amène, que ce soit chez les jeunes ou chez les gens en général. Puis en fait, je pense que justement, on en a pas beaucoup en ce moment. Fait que peut-être que ça l'a passé un peu inaperçu avec OK, où ça s'est fait drôlement vu que le gars c'était un personnage. Une chose est sûre, si ça commence à se faire de manière régulière, je suis pas mal certain que l'UFC va mettre un trait là-dessus puis va mettre un avertissement parce que selon moi, pour vrai, c'est déplacé, ça n'a pas lieu d'être. Un coup que le combat est commencé, si vous avez des choses à vous dire, réglez-les avec vos points, vos amener au sol, vos soumissions. Puis, l'animosité, c'est avant le combat, c'est pour créer l'événement. Par la suite, le combat, c'est assez. Fait que non, moi, là-dessus, je te suis, là. Il a été récompensé, en fait, pour ses simagrées parce que c'est ça qui est aussi un peu paradoxal. Il a eu 200 000 $, deux bonnies, combat de la soirée, performance de la soirée, puis on lui a donné une place sur la carte de la Maison-Blanche. Donc lui, tout ce qu'il a fait, même si c'est mauvais pour l'image du sport, ça a juste été récompensé. Donc, t'envoies pas le message qu'il faut qu'il change des choses. C'est ça aussi. Mais une superstar est née, puis il fait jaser. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Josh O'Kitt. Cobb Swanson, quel scénario de rêve, lui, pour sa retraite. Il a dominé totalement Late Landwehr. Juste un mot sur Cobb Swanson. Ça, c'en était, quand on parle de respect, puis de gars qui a tout donné à son sport, mais de belle façon. Ça, c'est un modèle qu'on veut pour nos jeunes. Cobb Swanson qui est plus, c'est tellement un modèle. Pour moi, qui a commencé quand même les arts martiaux un petit peu plus sur le tard, Cobb Swanson, quand j'ai commencé, il était dans les plus grands combattants de l'histoire. Ça va faire 10 ans que je fais ça à temps plein. Et là, il est encore dans les grands combattants. Il prend sa retraite. Il a tellement fait de millage dans le sport. Il a tellement passé par-dessus plein d'organisations. Puis moi, j'ai-tu rêvé où, à la fin, il a dit qu'il prenait sa retraite, mais qu'il a dit à sa femme que, tu sais, il pouvait jamais lui promettre à 100% qu'il accrochait ses gants parce que, tu sais, il disait qu'il devait être honnête avec sa femme. Fait qu'il peut pas lui promettre qu'il pourra plus jamais se battre parce qu'il dit, tu sais, il dit, quand tu l'as à l'intérieur de toi, tu peux pas promettre ça. Fait que j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que je crois qu'il avait déjà pris sa retraite un peu auparavant. Il est revenu. Donc, il sait que, surtout, prendre sa retraite sur un chaos aussi spectaculaire, ça doit tellement être... Tu retournes chez vous à la maison puis tu te dis, écoute, peut-être que je serais capable d'en faire un autre de même, hein, tu sais. Fait que c'est sûr que... Mais quelle carrière sensationnelle pour Cobb Swanson. C'est pas impossible. J'ai pas vu ça passer, mais c'est pas impossible, effectivement, parce que lui, c'est un dur de dur. Comme tu dis, il y a ça en lui. Donc, s'il y a quelque chose qui l'excite, un combat qui l'excite, puis on lui offre une opportunité, peut-être qu'il va dire oui. Il avait effectivement annoncé qu'il prenait sa retraite l'année passée. Il a décidé de revenir. Il est coach. En plus, il est dans le gym à temps plein, là. Puis là, il entraîne des gars, tu sais. Ça te donne pas le goût quand tu continues de t'entraîner puis de partager la cage avec des jeunes loups comme ça, j'imagine que ça te donne pas le goût d'arrêter, surtout si t'es capable de suivre le rythme, tu sais. Fait que non, effectivement, on peut pas dire à 100% que Cobb Swanson est arrêté. Mais en tout cas, si c'est la fin, c'est une super façon de T'aimes mieux quitter sur une note comme ça que quitter sur un dur chaos, comme on en a vu trop, malheureusement.
dans la cage, quitté sur des dures défaites. Aaron Pico a été sensationnel contre Patricio Pitbull. On a vu tout le talent là, de Pico. Il n'avait pas pu le démontrer à son dernier combat contre Ron Murphy alors qu'il s'était fait passer un violent KO. Mais on a vu pourquoi c'est un combattant quand même bien en vue. Il va être à surveiller. Juste un mot aussi. Ouais, vas-y. Il va être à surveiller Aaron Pico parce que, honnêtement, si on regarde là, contre Edward, il avait bien commencé. Il donnait un bon combat. Il donnait un bon combat à Edward. Il s'est fait ébranler avec Murphy? un coup de pouce. Oui, mais Murphy, pardon, ouais. Pardon, Murphy, mais il s'est fait ébranler avec un coup, je pense, qui aurait mis n'importe qui hors de combat. Donc, tu sais, on peut pas vraiment se fier à ça. Je pense que n'importe qui aurait été face à Murphy cette soirée-là aurait subi une défaite, là. Et puis Tatiana Suarez contre Lupita Godinez. Lupi Godinez, en fait, la Canadienne. On a vu que Tatiana Suarez, c'est quand même une lutteuse d'exception et qu'elle a sa place potentiellement encore en combat de championnat à courte échéance. Domination. Exactement. Donc voilà, c'était vraiment une belle carte, l'UFC 327. Ça se passait du côté de Miami la semaine passée. Mettons la table, si tu le veux bien, pour ce qui s'en vient en fin de semaine du côté de Winnipeg. Là, j'ai pas préparé d'extrait pour vous à la maison, mais si vous voulez entendre Mike Malott, Jasmine Jasdevicius, Charles Jourdain, bien sûr, Julien Leblanc, québécois, tous ces combattants-là, les principaux de la carte, là, allez sur tvasport.ca, il y a des entrevues vidéo qui existent avec tous ces gens-là. Sinon, sur la page YouTube également de TVA Sport, je vais essayer d'en partager également sur mes réseaux. Mais il y a de très, très bons contenus quand même, là, puis je vais essayer de vous résumer ça. Malott contre Gilbert Burns, ça c'est la finale ici à Winnipeg en fin de semaine. Malott n'est pas classé. Burns est 11e encore. Malott est le combattant en ascension avec 6 victoires, une seule défaite à l'UFC. Le Canadien revient d'une belle victoire contre Kevin Harland, un dur vétéran à l'UFC Vancouver. Là, a vraiment sa chance de s'implanter fermement dans le top 15 mondial. Grosse opportunité. Puis je pense qu'il affronte un gars qui est vraiment prenable en Burns, qui lui rajeunit pas et surtout sur 4 défaites de suite. Comment tu vois la finale de samedi? Mais c'est un combat qui est très intéressant, là. C'est clairement un vieux loup qui est Gilbert Burns qui a une ascension incroyable. Oui, il a perdu ses 4 derniers combats, mais là, on parle de Belal Mohamed, Jack Della Maddalena, Sean Brady, Michael Morales. Donc, tu sais, c'est la crème de la crème. C'est les meilleurs combattants du top 15. Donc, tu sais, il peut pas rougir des performances comme ça. Il a affronté les meilleurs. Avant ça, il avait battu Masvidal, avait battu Neil Magny. Donc, j'ai hâte de voir parce qu'on sait que Mike Malott a eu beaucoup de difficultés. Il dominait Neil Magny, a perdu en fin de combat, malheureusement, une défaite très crève-cœur. Très talentueux, Mike Malott. C'est vraiment un combattant extrêmement talentueux. Jiu-jitsu brésilien, une ceinture noire qui est vraiment dominante. Donc, honnêtement, au niveau du jiu-jitsu brésilien, j'ai pas trop d'inquiétude pour Mike Malott, même avec Gilbert Burns, qui aussi est un champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Fait que moi, je pense que avantage Mike Malott et malheureusement, Gilbert Burns a subi quelques KO, a vieilli, ralenti un petit peu. Donc, je pense que tout ce qui va être vitesse, réaction, précision va aller du côté de Mike Malott, là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Burns, c'est ça. Quand tu perds la vitesse, quand tu perds le menton, puis c'est le changement de garde, hein, on en parle souvent. Là, ces gars-là arrivent à un moment donné. Puis oui, il est très, très bon. Contre Della Maddalena, il gagnait le combat en lutte. Et finalement, il a fallu que JDM revienne et revienne de l'arrière, en fait. Il réussisse un coup de circuit à la toute fin pour réussir à finir le combat. Mais il a réussi. C'est difficile de sortir de séquences de défaites comme ça quand tu es un vieux vétéran. Puis Malott, quand je lui ai parlé cette semaine, semblait vraiment en confiance. Je pense qu'on lui donne vraiment un adversaire un peu sur mesure pour faire son entrée dans le top 10, voir ce qu'il y a dans le ventre. S'il passe pas Burns, ça veut dire qu'il n'a pas sa place parmi le top 15 mondial. Je pense que c'est vraiment comme Gilbert Burns à ce stade de sa carrière est un gatekeeper. Puis tous ces gars-là que tu as nommés, quand ils ont passé par-dessus Gilbert Burns, ils ont atteint soit le sommet, ou qu'ils sont devenus champions, là, que ce soit Belal ou JDM, ou sinon deviennent des aspirants de très, très haut niveau en Morales et Brady. Donc, c'est là c'est un bon baromètre vraiment pour Mike Malott de savoir s'il est du calibre des 4 gars qu'on vient de nommer, puis il peut être dans le potentiellement top 5 à courte échéance, là. Oui, puis tu sais, Mike Malott, on le sait,
et 6-1 à l'UFC. Donc, tu sais, une très belle fiche à l'UFC. Il a perdu contre Neil Magny, mais n'a pas à rougir de ce combat-là parce qu'il dominait le combat. Par la suite, il a gagné des gros combats contre Kevin Holland, comme tu l'as mentionné. Il a fait un gros KO contre Charles Radke, qui lui a gagné son combat. On l'a vu la semaine dernière. Donc, La semaine là, passée. tu as affronté des bons. Ouais, la semaine passée. Mais là, tu as affronté des bons combattants, a beaucoup d'expérience, a vu beaucoup de décisions, a fait quelques finishes aussi. Je pense que où il est maintenant dans sa carrière, comme tu l'as dit, un Gilbert Burns, c'est vraiment un adversaire sur mesure pour lui. Puis même pour aller plus loin que ça, je pense qu'il peut faire une performance très spectaculaire contre un Gilbert Burns. S'il réussit à garder le combat debout, rester à distance, il change bien son stance gaucher-droitier, des bons kicks, je pense qu'il peut surprendre. Juste terminer là-dessus. Premier main event également, première finale pour Malott dans sa carrière, un rêve qui se réalise. Donc, est-ce que le moment va être grand, trop grand pour lui? Peut-être, ça va être à surveiller. Puis, il y a une histoire vraiment intéressante, Malott. J'ai écrit un article sur tvsport.ca sur le fait qu'il a, en plein milieu de la vingtaine, là, entre 25 et 29 ans, lui, il avait pris sa retraite. Alors que tu es dans ton pic ou dans tes meilleures années d'apprentissage, là, lui, il a décidé d'arrêter. Il s'est concentré sur le coaching. Il avait plus le feu sacré pour combattre. Finalement, il est allé à Team Alpha Male en Californie, il est devenu un des très bons coachs là-bas. Il a continué à se former, a perfectionné. C'était un coach de striking, toujours été bon en combat debout, mais pendant ces années-là, il s'est vraiment perfectionné au niveau du jiu-jitsu. Donc, il est devenu ultra complet et finalement, autour de la trentaine, il a dit « OK, j'ai encore des choses à accomplir dans ce sport-là ». Rapidement, a fait sa place à l'UFC, à Contender et c'est une ascension quand même assez phénoménale là, depuis ce temps-là. Il va très bien. Donc, un gars super intéressant aussi qui se bat au Canada pour la 6e fois consécutive également. Charles Jourdain en demi-finale. Faut parler de Charles. Honnêtement, Johan, j'ai pas sûr que j'ai déjà vu un gars aussi confiant de gagner. La défaite n'est pas une option pour lui. Refuse de l'envisager. Puis honnêtement, c'est pas de l'arrogance, c'est juste c'est un état d'esprit. C'est fou raide comment ce gars-là est dans une zone. Mais Charles Jourdain, on le sait comment il est, très dominant, très très bon avec la pression. C'est un combattant qui arrive avec beaucoup de maturité aussi dans l'organisation de l'UFC, a fait beaucoup de combats. Nous revient avec des grosses performances, a gagné ses deux derniers combats par guillotine. Avant ça, avait fait pendant le combat, a fait un gros coup de genou contre Davy Grant. Donc vraiment, il est dans sa catégorie de poids où est-ce que il semble être vraiment dominant, rapide, gros. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. Par contre, faut lancer des fleurs à Charles Jourdain, qui est embarqué sur la carte un peu pas à la dernière minute nécessairement, mais qui est embarqué sur la carte dans les derniers combats annoncés, qui affronte un bon combattant, là, qui affronte un très, très bon combattant, honnêtement. Carl Phillips, qui est pas Kyler Phillips, qui est pas à rougir du tout. C'est un combattant qui est très solide. 6 victoires, 3 défaites à l'UFC. Là, il est sur 2 défaites consécutives. Par contre, a perdu contre Vinicius Oliveira puis Rob Font, qui sont des combattants de très, très haut niveau, et a fait 2 décisions contre ces combattants-là. Donc, c'est un combattant qu'il faut prendre au sérieux. C'est un combat qui est très relevé en demi-finale. Charles est très heureux d'être en demi-finale. Ça a été annoncé sur le tard, mais il le savait. On a gardé ça un petit peu. C'est pour le marketing, en fait, qu'on l'a annoncé un petit peu plus tard pour la vente des billets, essayer de recréer un engouement dans le dernier mois avant le combat. Parce qu'il le savait qu'affrontait Phillips, qui a été dans le top 15 pendant longtemps. Là. Il a perdu son ranking à cause de Raul Rosas qui a gagné contre Rob Font, justement, là, puis qui est passé dans le top 15. Donc, ça a fait un peu descendre Phillips des classements. Mais c'est un gars de ce calibre-là. Puis Charles est convaincu qu'il est de ce calibre-là. Il va être beaucoup plus gros que Phillips. Phillips, beaucoup plus court. Gabarit, pas un énorme gabarit à 135 livres, alors que Charles a un énorme gabarit pour cette nouvelle catégorie de poids-là. Donc, ça va être intéressant. La force de Kyler Phillips, c'est son jeu de pied, le fait qu'il bouge beaucoup dans la cage. Et il va se créer des angles d'attaque et tout ça. Contre Oliveira, avait eu beaucoup de succès en début de combat, alors que son jeu de pied était à point et tout ça, il avait l'énergie pour se déplacer. Et quand Oliveira, au deuxième round, a finalement mis le grappin dessus, puis là, lui, c'est un gros cogneur, Oliveira. On a vu que quand Phillips a commencé à avoir un peu mal, là, ça se déplaçait un peu moins bien, puis c'est là qu'il a échappé le combat. Donc,
si Charles met le grappin dessus, je pense que ça va être un défi là, en début de combat d'essayer de, de, de décoder les mouvements de Phillips. Mais s'il réussit à le frapper, puis à placer quelques frappes, en fait, je suis assez confiant pour Charles. Oui, ça va surtout être de le ralentir avec les coups de pied dans les jambes, les coups de pied au mollet, aux cuisses. Charles Jourdain est très bon Au là-dedans. corps. S'il a de placer quelques bons coups au corps comme ça, va rapidement ralentir le rythme. Puis c'est là qu'il va pouvoir être capitalisé. Puis on le sait, Charles Jourdain est très bon en changement de garde, gaucher, droitier. Donc, contre quelqu'un qui bouge beaucoup, ça peut être très intéressant. Il est capable de changer sa garde comme ça. Donc, a tous les outils, c'est sûr et certain, pour battre Kyler Phillips. Ça va être une grosse demi-finale. J'ai très hâte de voir ce combat-là. Charles Jourdain contre Kyler Phillips. Mandel Nalo, Canadien, fait ses débuts à l'UFC. Lui, c'est un vétéran. Tu le connais bien, là, tu le vois au Tristar à tous les fois que tu vas t'entraîner. C'est un gars qui est là depuis je sais pas combien d'années. Là. Non, il fait partie des meubles. Il affronte Jai Herbert. Donc, premier défi à l'UFC. Je suis content qu'on lui donne un autre vétéran. Puis, tu sais, Nalo, je pense qu'il a 36 ans. Il n'y a pas de temps à perdre, lui, là, à gravir les échelons. Donc, on va savoir déjà qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Jai Herbert a déjà solidement ébranlé Ilia Topuria, il ne faut pas l'oublier. Là. Oui, exactement. Puis, mais il est rendu là, Mandel Nalo. Il l'a mentionné après avoir gagné Contender Series. Il l'a dit, j'ai 37 ans. Moi, je suis pas un prospect. Je suis un produit qui est terminé. Je suis prêt à affronter les meilleurs. Je suis ici pour rester. Donc, vraiment, là, moi, je le vois à l'entraînement. Il est dominant. C'est un des athlètes d'arts martiaux mixtes les plus complet que j'ai vu dans ma carrière. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir performer. Très spectaculaire, a des bons coups de genoux, des bons kicks, mais comme tu l'as mentionné, là, en avant de lui, Herbert, là, qui est très solide aussi, là, beaucoup de victoires à l'UFC, affronter les meilleurs, le Moicano, Topuria, tu sais, vraiment a fait son chemin. Fait que je trouve que c'est un combat qui est très relevé pour les fans de l'UFC. C'est un combat que les gens semblent pas être au courant à quel point ce combat-là est relevé au niveau du combat debout, surtout, là. Non, exactement, parce que c'est ça, Nalo, ceux qui suivent les arts martiaux mixtes, puis ont suivi d'autres organisations, on l'a vu chez Bellator notamment, on a toujours su qu'il y avait un talent immense, mais il n'avait jamais eu sa chance dans la grande organisation. Et à Contender Series, c'est rare qu'on donne des contrats à des gars de 36 ans. Là. Et Dana White l'a même souligné à ce moment-là. Il dit « J'aime pas ton âge, mais j'aime ton style. Donc, je prends une chance avec toi. » Puis là, au moins, on lui donne un combat sérieux dès le départ, ce qui va lui permettre de faire peut-être un peu du bruit plus rapidement que de graver les échelons très, très, très lentement. Vraiment curieux de voir ça. Jasmine Jasdevicius contre Karine Silva, la brésilienne. Ça, c'est deux filles dans le top 10 à 125 livres là, chez les dames. Jasdevicius, toujours 7e. Silva, brésilienne, 9e. Et Jasdevicius, elle, ce qu'elle veut, c'est faire oublier cette défaite contre Manon Fiorot à Vancouver. Elle s'est fait passer un KO. Première fois dans sa carrière qu'elle perdait par KO. Elle me l'a dit en entrevue. Ça va être difficile. Ben, ça a été difficile, en fait. J'ai vraiment l'impression, ça a été tellement rapide au premier round aussi. Là. Elle dit, j'ai vraiment pas eu l'impression de pouvoir me faire justice, pas pu montrer de quoi j'étais capable. Je me suis fait pincer, chapeau à Fiorot. Ça a été difficile, donc elle a dû se remettre de cette épreuve-là, mais elle est bien entourée, puis elle dit qu'elle a beaucoup appris de cette défaite-là. Je pense qu'elle peut vraiment tirer. C'est un meilleur style, Silva, qui est aussi une grappler, mais je pense que Jasdevicius va être capable, avec sa lutte, de se faire justice dans ce combat-là. Jasdevicius qui va devoir trouver absolument un moyen de calmer le rythme, exactement, de reprendre le rythme dans le combat. Ça c'est allé extrêmement vite pour elle à son dernier combat. Subit un KO au premier round dans la première minute en commençant. Donc, va vouloir ralentir le temps. Je pense qu'elle a une bonne adversaire devant elle, comme tu l'as mentionné, Silva, là, qui est une bonne cogneuse, qui a quand même 8 KO à sa fiche. Par contre, qui est plus une fille qui va vouloir grappler, exactement, qui va vouloir travailler son jiu-jitsu, son corps à corps. On sait que c'est l'avantage de Jasdevicius, donc j'ai hâte de voir. Je souhaite que le combat se déroule quand même tranquillement pour laisser le temps peut-être à Jasmine de revenir un petit peu, de reprendre ses repères. Chose certaine, elle a une très bonne équipe. Niagara Top Team, son équipe...
Elle les a depuis le début. Ils sont très solides. Mike Muller s'entraîne là et tout. Donc, j'ai pas d'inquiétude qu'elle a fait le travail nécessaire. Ça a fait un bon bout de temps qu'elle est en pause. Là, ce beau Canada à la maison va vouloir revenir avec une performance dominante. Je pense qu'elle est prête pour ça. Karen Silva qui elle revient d'une défaite. Donc, ça peut être une belle opportunité pour bouncer elle aussi, là, pour revenir forte, là. Et c'est ça, à 125 livres, ben, tu sais, la route vers le championnat, tu sais, c'est plate, là, parce qu'elle était sur 5 victoires consécutives, Jazz Delicious. Donc, petit pas de recul. Tu sais, il y a des bonnes combattantes, là. Je vais aller voir les classements, là, tu sais, derrière Valentina Shevchenko. Tu as évidemment, bon, Natalia Silva qui est encore là, Manon Fiorot, Alexa Grasso qui vient d'une énorme victoire contre Macy Barber. Tu sais, donc, ça va être compliqué. Ça va prendre quelques victoires quand même pour Jazz Delicious ou Silva. Pour arriver dans cette catégorie-là puis être sur la courte liste des prétendantes. Mais tu peux pas, c'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas beaucoup l'échapper, là. Donc, elle a fait mal la dernière défaite de Jazz Delicious, mais faut vraiment qu'elle revienne sur le chemin de la victoire. Et encore une fois, elle est devant ses partisans, donc ça va probablement l'aider. Je regarde la carte rapidement. Ben, Julien Leblanc, parlons-en. On l'a eu au podcast il y a quelques semaines quand il a appris qu'il allait être sur la carte. Tellement un bon Jack. J'ai encore parlé. J'ai eu la chance de parler avec Marc-André Barrio. Je vous le répète, là, c'est sur YouTube de TVA Sport et sur le site de TVA Sport. Il va avoir Marc dans son coin. Il est allé au Kill Cliff en Floride. Julien s'entraînait avec Marc-André, avec quelques-uns des meilleurs combattants, plusieurs champions de l'UFC ou plein de grands combattants de l'UFC. Donc, il y a le calibre. Il y a le calibre pour le faire. Il affronte Robert Valentin, qui lui est 0-3 à l'UFC, qui est talentueux, qui est surtout un gars qui va commencer très, très fort, alors que Julien est un slow starter, lui-même l'avoue. Le début de combat, le premier round, ça va être intéressant. Premier round va être très intéressant. Avantage d'être dans une amphithéâtre puis de pas être à l'apex, c'est que la cage risque d'être un petit peu plus grande, donc avantage pour le blanc là-dedans. C'est sûr que gaucher-droitier aussi, la distance n'est pas la même. Julien va devoir travailler sa distance puis son jeu de pied rapidement dans le combat pour rester à distance puis pas accepter que Valentine rentre, parce que lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est travailler en corps à corps, aller chercher un clinch, les coudes, vouloir amener Julien Leblanc au sol, puis vouloir travailler au sol, c'est sûr et certain. Si le combat est capable de rester debout, je pense que Julien Leblanc peut vraiment bien nous montrer ses talents au niveau du kickboxing, là. Julien Leblanc qui avait même pensé accrocher ses gants autour du temps des fêtes, le mois de janvier, avant de recevoir l'appel de l'UFC. Un gars qui a roulé sa bosse depuis plus d'une douzaine d'années maintenant là, chez les pros. Il n'y a pas beaucoup de combats. Il y a tellement d'annulations, tellement eu de malchance. Mais là, il est sur toute une séquence aussi. Donc, la confiance aussi est du côté de Leblanc, qui est sur 5 victoires de suite, 3 finishes. Alors que Valentin, lui, il a la pression. Il me l'a dit hier. Il joue son emploi carrément à l'UFC. Clairement, lui, il est sur 3 défaites consécutives, dont un dernier KO contre Ateba Gauthier. Donc, lui aussi là a été ébranlé sur 3 défaites consécutives. Mais en même temps, va arriver avec le couteau entre les dents, va vouloir justement montrer qu'il a sa place. C'est lui aussi que c'est une belle opportunité pour lui. C'est un combat intéressant. Premier venu à l'UFC, premier combat à l'UFC pour Julien Leblanc. Si tu regardes l'affiche des adversaires que Julien Leblanc a affrontés, Robert Valentin doit se dire qu'il est de taille, qu'il est capable d'affronter un combattant comme ça. Donc, ça reste un combat qui est vraiment intéressant. Beaucoup d'expérience du côté de Valentin avec The Ultimate Fighter. On sait que Julien Leblanc a été champion de samouraï MMA. Donc, c'est un très beau combat, je crois, qui va terminer la carte préliminaire, là. Il y a juste une précision. C'est quoi le style de Julien Leblanc? C'est plus un combattant debout, right? Ouais, c'est plus un combattant de kickboxing. C'est un gaucher qui a une très bonne jambe arrière. Donc, qui travaille bien avec son jab direct, mais qui a une très, très bonne jambe arrière. Donc, qui la varie bien à la jambe, au corps et à la tête. Donc, il bâtit beaucoup autour de ça. C'est sûr que tu l'as mentionné, c'est comme un combattant qui est patient, qui aime que le combat se déroule puis que se prolonge. Donc, quand on a un combattant qui est plus explosif, c'est plus problématique devant nous, mais va devoir rentrer dans le combat rapidement, là. Il va avoir plusieurs personnes dans son coin ou derrière lui, en fait. Là. Il me disait qu'il allait avoir peut-être une quarantaine de personnes qui allaient faire le voyage de Gatineau ou du Québec pour venir ici à Winnipeg, de regarder combattre à ses débuts à l'UFC. Donc, c'est un beau cadeau du ciel, en fait, pour Julien Leblanc, qui était rendu à se dire, bon, je le réaliserai jamais, mon rêve de l'UFC, là, tu sais. C'est pas grave, tu sais, j'ai fait, tu sais,
quand tu fais la paix avec ça, là, finalement, il dit c'était pas beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là. Tu sais, lui, il est passé proche de faire Ultimate Fighter, était parmi les derniers coupés. À 34 ans, il se disait j'ai peut-être qu'il m'intéresse, peut-être que l'UFC, ça fonctionnera pas finalement. Il fallait faire la paix avec ça. Finalement, ça tombe du ciel comme ça, donc aussi bien en profiter, puis c'est ce qu'il veut faire, Julien, cette fin de semaine. Les autres Canadiens sur la carte, Tanner Boser, le poids lourd qui fait un retour à l'UFC après un combat à l'extérieur de l'organisation. Melissa Crowden, 3e combat à l'UFC. Jamie Lynn Hort et Jamie Siraj. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire de Jamie Siraj. Lui, il va amorcer la carte. Ça a été annoncé dans les derniers jours seulement, là, 2 semaines d'avis, même pas là, cette carte-là, ce combat-là. Jamie Siraj, le Canadien, contre John Yanis, l'Américain. Et Siraj, lui, il a passé à peu près 4 ans de sa vie ou 3 ans à combattre des infections pas possibles, bactériologiques. Il avait fait une infection au cerveau. Il m'expliquait ça en entrevue hier. Il dit j'étais méconnaissable. Ça m'a causé une maladie neurologique puis une maladie auto-immune qui faisait que j'avais des trous dans la peau. Il dit, je suis pas beau, là, les photos sont sur Internet et tout ça, mais j'aime pas ça les regarder parce que j'étais méconnaissable. Puis tu sais, juste le fait, c'est pas un miraculé, là. Puis là, il est revenu en 2023 après tous ces problèmes-là. Il a gagné sur les circuits régionaux. Puis là, finalement, a sa place à l'UFC. Donc, un gars qui a frôlé la mort. Tu le vois, là, lui aussi, il s'est entraîné au Tristar. Ça fait quelques années qu'il n'est pas allé, là, mais il s'est longtemps entraîné au Tristar. Il connaît bien Ferraz, évidemment, Heyman, Mandel et tout ça. Puis, c'est un gars dangereux. Là. C'est un gars qui n'a rien à perdre. Puis il n'est pas supposé d'être là. Lui aussi, il est motivé. Là. Il est motivé, puis il arrive avec une très, très belle fiche, honnêtement. Là. 14 victoires, 3 défaites. C'est un combattant qui est très spectaculaire aussi, là, qui a eu 7 soumissions, 4 KO. A fait beaucoup de combats dans l'organisation BFL. Et puis a beaucoup d'expérience. Arrive à l'UFC, oui, premier combat, mais arrive à l'UFC avec une belle fiche, beaucoup de combats, des décisions, des soumissions, des KO. Donc, affronte un adversaire, je pense, qui est très prenable en John Yanis, qui est 9-4. Donc, ça peut être une belle façon pour lui de bien ouvrir la carte de Winnipeg. C'est ça, il a été champion de Unified. Il a été champion de BFL en Colombie-Britannique. Unified, c'est plus en Alberta. Puis il a été champion de Tough Enough. Tough Enough, c'est une grosse promotion régionale au Nevada. Il y a beaucoup de combattants de cette organisation-là qui font le saut tout de suite à l'UFC. Donc, champion dans 3 bonnes organisations au niveau régional. Il est prêt. Il y a ce qu'il faut, puis il a faim. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre, ce Jamie Siraj. Ça fait le tour au niveau de la carte de Winnipeg, Yohan? Autre chose à ajouter? Ça semble faire le tour. Jamie Lynn Hort également, la vétérane canadienne qui est là. Donc, 13 combats, 9 impliquant des Canadiens. Finale, demi-finale, pratiquement toute la carte principale. Il y a des Canadiens en action. Donc, j'y serai. Demain, c'est la pesée. On diffuse le gala sur TVA Sport 2. Donc, ça commence à 18h, sauf erreur, sur les ondes de TVA Sport 2. Bonne nouvelle, c'est que le Canadien ne joue pas samedi, donc vous pouvez regarder ça puis encourager les Québécois, les Canadiens. Il va y avoir des très, très bons combats sur la carte cette fin de semaine sur nos ondes. Yohan, merci beaucoup. Merci à toi, mon Ben. On se reparle la semaine prochaine en studio, fort probablement. Merci à Philippe également. Merci à toute l'équipe du côté de Cube. Et manquez pas l'UFC Winnipeg cette fin de semaine. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast.